Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons corriger d'abord l'étude de cas sur l'indépendance des Indes britanniques que vous deviez faire hier. Et ensuite, nous ferons la trace écrite de cette première partie. Nous amorcerons alors la deuxième partie sur une autre étude de cas d'indépendance qui sera l'Algérie, comme je vous l'ai dit. Alors, l'indépendance des Indes britanniques. Pour répondre à la première question du premier document, quels moyens Gandhi emploie-t-il pour contester la domination de son pays par le Royaume-Uni ? Pourquoi peut-on qualifier ces actions de non violentes ? Donc la réponse est évidemment la désobéissance civile, ce terme si particulier qui est propre au mode de contestation de la domination britannique. En effet, la désobéissance civile, c'est le fait de désobéir aux lois britanniques, aux lois du colonisateur, de manière civile, c'est-à-dire de manière non violente, et seulement aux lois que Gandhi et tous les indépendantistes estiment injustes envers les Indiens. Donc cette désobéissance civile se manifeste par différents moyens, comme des manifestations, comme non violentes toujours, des marches, des boycotts, etc. Alors reprenons. Des marches, on connaît surtout la marche du sel qui était sur le document 1. Cette marche du sel, en effet, je vous montre une véritable photographie. Le fait donc de se déplacer en grand groupe, une grande manifestation qui se déplace sur de très longs kilomètres, vous l'avez vu, afin de protester contre ce fameux impôt sur le sel, puisque les colons britanniques étaient les seuls à pouvoir exploiter et vendre du sel sur tout le territoire des Indes britanniques. Donc cette marche du sel est un moyen aussi de désobéissance civile, d'appeler à l'indépendance en disant « Regardez, cette loi sur le sel, le fait que ce soit seulement les Anglais qui ont le droit de l'exploiter et de le vendre, c'est injuste pour nous, Indiens. » D'accord ? Ensuite, je vous parlais des boycotts. Peut-être savez-vous ce que c'est ? C'est le fait de stopper toute relation avec une certaine personne, avec une certaine production, avec certains produits, avec un individu, un groupe, voilà, en signe de représailles. C'est-à-dire que vous allez refuser d'acheter le sel. Pourquoi ? Parce que c'est que les Anglais qui ont le droit de l'exploiter. D'accord ? Vous pouvez, de nos jours, par exemple, il y a régulièrement des boycotts sur une marque de vêtements, par exemple, qui refuse de payer ses impôts en France, ou alors qui emploie de manière quasiment abusive, voire même esclavagiste, certains employés à l'autre bout du monde. Vous voyez ? Par représailles pour ce que l'entreprise fait, ce qui est injuste, par exemple, employer des enfants pour travailler, eh bien, l'acheteur va se dire, je vais pas acheter sa marque à lui, puisqu'il est injuste, je vais acheter une autre marque. Et c'est exactement pareil, à ce moment-là, je refuse d'acheter le sel britannique. Pourquoi ? Parce que moi, Indien, je suis sur ma terre et je n'ai pas le droit de vendre et d'exploiter ce sel. De plus, vraiment, la lutte pour l'indépendance dans les Indes britanniques est profondément pacifiste, d'accord ? Elle est non violente. Ces actes de désobéissance civile sont pacifiques, se font sans violence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de terrorisme, mais il n'y a même pas de manifestations violentes qui finissent en combat avec les forces de l'ordre. Les bâtiments anglais ne sont pas attaqués, les colons anglais ne sont pas attaqués non plus. C'est véritablement propre à cette indépendance dans les Indes britanniques. Cela se fait de manière pacifique, afin d'avoir le plus de légitimité pour cette revendication. Vous voyez, l'indépendance, c'est vraiment vous, colons, vous, Anglais, laissez-nous, parce que nous sommes un peuple suffisamment indépendant pour nous diriger nous-mêmes. On n'a pas besoin de vous. Or, la volonté de Gandhi, de Nehru, de tous ces indépendantistes, c'est de dire « Regardez, dans notre quotidien, nous sommes tout à fait indépendants, donc nous n'avons pas besoin de vous. Donc nous sommes légitimes pour être indépendants. » Voilà pour la première question, pour le premier document. Regardons maintenant la biographie de Gandhi. Vous l'avez lu, vous avez remarqué qu'il était issu d'une famille indienne fortunée et qui faisait ses études d'avocat en Angleterre. Ici, il y a deux choses. Lorsqu'on vous demande les origines sociales de Gandhi, vous dites évidemment que c'est un Indien d'origine élevée, c'est-à-dire d'une haute classe sociale.
Vous connaissez le principe de classe sociale en France, par exemple, mais peut-être ne connaissez-vous pas le système très 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 particulier qu'il existe en Inde, qu'il existait à ce moment-là, lorsqu'elle était une colonie, mais qui existe toujours actuellement. En fait, c'est qu'il y a non pas des classes sociales en Inde, mais ce qu'on appelle des castes sociales. C'est-à-dire qu'une caste sociale, c'est une appartenance de votre famille à un certain groupe duquel vous ne pouvez pas bouger. C'est-à-dire que vous, en France, par exemple, vos parents sont ouvriers, n'ont jamais eu beaucoup d'argent, et bien vous pouvez faire de grandes études et avoir beaucoup d'argent à la suite. Donc ne plus être ouvrier, mais être classe moyenne supérieure, par exemple. En Inde, c'est absolument impossible. Lorsque vous faites partie d'une certaine classe sociale, vous ne pouvez pas en bouger. Ainsi, les mariages entre différentes castes sont interdits, extrêmement mal vus. Et aujourd'hui, en Inde, aujourd'hui au XXIe siècle, les castes sont officiellement interdites par le gouvernement, et pourtant, dans la réalité, elles existent toujours. Pourquoi? Parce que c'est tellement ancré dans la culture des Indiens qu'en fait, ils refusent toujours de se marier avec quelqu'un qui n'est pas de sa caste. C'est impensable pour eux. C'est assez étrange, assez difficile à expliquer et à comprendre, mais voilà, pas de jugement, c'est comme ça en Inde. Ça l'était déjà à cette époque-là et ça continue. Donc, pour revenir à Gandhi, vous voyez qu'il est issu d'une famille indienne fortunée, donc il fait partie des plus hautes castes. Les plus hautes castes ont accès à une certaine éducation, mais pas une éducation en Inde, vous voyez, une éducation en Angleterre. Pourquoi? Eh ben, parce que l'Angleterre, c'est le pays colonisateur. C'est le pays le plus civilisé, le plus développé pour eux à cette époque-là. Donc, faire ses études en Occident, faire ses études en Angleterre, c'est faire partie de l'élite. Ce qui veut dire que Gandhi, lui, il est vraiment privilégié par rapport aux autres Indiens. D'accord? Et il a vu de ses yeux ce qu'était l'Angleterre. Et l'Angleterre de 1945 n'a rien à voir avec l'Inde de 1945. Vous voyez d'ailleurs sur la photo, voilà Gandhi jeune. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, il est habillé à l'anglaise, à la mode anglaise du milieu du XXe siècle. Pourquoi? Parce qu'il a fait ses études là-bas, il a pris les habitudes là-bas. Pourquoi? Parce que l'élite, elle se rapproche des Anglais. L'élite, c'est les Anglais. Deuxième partie de la question, quand s'engage-t-il pour l'indépendance de son pays? On nous dit dès le début du XXe siècle, vous l'avez vu. En réalité, dès le début du XXe siècle, c'est là où il s'engage publiquement, mais il est certain que ses volontés indépendantistes ont commencé bien avant. Voilà pour le document 2. Maintenant, le document 3, pour Nehru. Je vous mets également une photo de Nehru quand il était jeune. Qu'est-ce que vous voyez? Quelles sont les ressemblances avec Gandhi? Eh bien, c'est la même chose. En effet, il vient d'une famille riche, d'une famille aisée. Il a pu faire ses études avec l'élite en Angleterre. Il s'habille à l'anglaise. Il s'habille à l'occidentale. Et puis, de la même manière que Gandhi, à partir du moment où il rentre, Gandhi comme Nehru en Inde, qu'il participe à tous ces mouvements d'indépendance avec le parti du Congrès, eh bien, il change de vêtements, il change d'allure. Gandhi, vous le connaissez, avec ses petites lunettes rondes et avec son costume traditionnel qu'on appelle dhoti. Donc Gandhi comme Nehru, à partir du moment où ils se revendiquent comme indiens pour une Inde indépendante, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils quittent les vêtements occidentaux, les vêtements de l'Angleterre, les vêtements du colonisateur, pour réadopter les vêtements profondément indiens, les vêtements traditionnels indiens. Donc leur volonté d'être indépendants passe également avec leur apparence, pas seulement dans leurs gestes, mais aussi dans leur apparence. Pour la deuxième partie de la question, Nehru a occupé le poste de Premier ministre de l'Inde indépendante à partir de 1947. Il faut noter qu'il n'y a pas de président en Inde, que, si vous voulez, notre président à nous en France, ça c'est le Premier ministre indien. Donc, en fait, Nehru, à partir du moment où l'Inde est indépendante, il prend la tête du pays. Voilà, maintenant nous allons passer au document 4. Que choisit finalement le Royaume-Uni face aux revendications des Indiens? Eh bien, le Royaume-Uni choisit d'écouter les revendications des Indiens. Il choisit de se retirer de l'Inde pour laisser l'Inde indépendante. Donc il accepte ces revendications et il se retire de l'Inde pour leur laisser l'indépendance.
tout simplement. Ensuite, la dernière question, le document 5, la partition. Vous avez vu que c'est la division d'un territoire. Alors, les conséquences politiques et humaines sont très diverses de cette partition. D'abord, les conséquences politiques. Les conséquences politiques sont le fait que les Indes britanniques deviennent indépendantes. Les Indes britanniques deviennent 4 pays, 4 États complètement indépendants. L'Inde, au singulier donc cette fois-ci, une union indienne, mais aussi le Pakistan, occidental et oriental, la Birmanie et enfin Ceylan, l'île de Ceylan, qui devient ensuite le Sri Lanka, que vous connaissez sous le nom de Sri Lanka. Et ensuite, les conséquences humaines sont le fait de regrouper les populations indiennes en fonction de leur religion. En effet, l'Union indienne et ses frontières rassemblent les populations à majorité hindoue, comme vous l'avez vu sur la carte, tandis que les Pakistans, occidental puis oriental, rassemblent les populations à majorité musulmane. C'est encore le cas actuellement. Malheureusement, ce qui est encore le cas aujourd'hui, ce sont les violences entre les hindous et les musulmans, qui sont représentées par des étoiles jaunes. Vous voyez entre la frontière avec le Pakistan occidental et l'Union indienne sur votre carte, et avec l'Union indienne et le Pakistan oriental. Ces tensions, donc, je vous le dis, sont encore actuelles aujourd'hui dans la région particulière du Cachemire, qui est la région tout au nord de l'Inde, à la frontière avec le Pakistan. Et ces tensions, je vous montre une photo, sont assez violentes, où il y a régulièrement des morts dans des manifestations, des heurts, parce que Pakistanais comme Indiens revendiquent cette portion du Cachemire qui aujourd'hui appartient à l'Union indienne, mais qui abrite, qui regroupe une grande population musulmane. Donc vous voyez que cette partition de 1947 n'a pas été pleinement pacifiste. Autant l'indépendance l'était, les négociations se sont faites de manière pacifique, autant les suites de cette indépendance ont créé des grosses difficultés, voire même de grandes violences entre Indiens, entre les Indiens et les Pakistanais. Voilà, la correction de l'exercice d'hier est terminée. Je vais vous demander maintenant de prendre en note cette petite trace écrite sur le processus de décolonisation de l'Inde. Vous êtes prêts? Alors, l'Inde a acquis son indépendance grâce à des luttes pacifiques et à des négociations. L'Inde a acquis son indépendance grâce à des luttes pacifiques et à des négociations. Point. Le parti du Congrès, majuscule à parti et à Congrès, le parti du Congrès a joué un rôle majeur dans cette négociation, notamment grâce à Gandhi et Nehru. Attention aux orthographes. Le parti du Congrès a joué un rôle majeur dans cette négociation grâce à Gandhi et Nehru. Les luttes, point. Les luttes étaient de 2 ordres. 2 points. C'est la désobéissance civile, virgule, la non-violence, entre parenthèses, grève de la faim, manifestation, boycott. Grève de la faim, manifestation, boycott. Fermez la parenthèse. Mais aussi, parfois, par les armes. Après l'indépendance, virgule, après l'indépendance, virgule, le territoire subit la partition, soulignez le mot partition, entre l'Union indienne et les Pakistans. Le territoire subit la partition entre l'Union indienne et les Pakistans, entre parenthèses, occidentale et orientale. Point. Cette division a causé de grands déplacements de population. Cette division a causé de grands déplacements de population et des massacres entre musulmans et hindouistes. Et des massacres entre musulmans et hindouistes. Fin de la trace écrite. Je vous explique juste cette dernière phrase. Cette division a causé de grands déplacements de population et des massacres entre musulmans et hindouistes. Je vous ai parlé des tensions entre les musulmans et les hindouistes, vous avez bien compris. Mais ces grands déplacements de population, je pense que vous devinez très bien pourquoi. Ce sont évidemment des hindouistes qui vivaient sur le territoire qui est devenu le Pakistan, qui se sont déplacés pour rejoindre l'Union indienne. Pourquoi? Parce que là, en tant qu'hindouistes, ils étaient en sécurité.
De même, ce sont des populations musulmanes qui vivaient dans l'Union indienne et qui se sont déplacées pour aller vivre dans le Pakistan. Pourquoi? Pour être entourées d'autres musulmans. Vous comprenez, ce sont donc les grands déplacements de population et des massacres entre les musulmans et les hindouistes. Voilà pour aujourd'hui. Je ne vous donne pas de devoir pour la prochaine fois, mais apprenez bien votre cours parce que vous aurez rapidement des évaluations. Travaillez bien et puis à très vite.